Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Un an après les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas, les Israéliens restent unis dans leur traumatisme, un sentiment de sidération qui perdure et qui entraîne une vague de problèmes de santé mentale sans précédent en Israël. Car si la vie a repris malgré tout, personne ne peut passer à autre chose. La guerre gronde toujours à Gaza au sud et un autre front s'ouvre au nord, au Liban. Et le sort des 64 otages présumés encore vivants du Hamas hante les Israéliens. Comment les ramener ? La société est divisée sur cette réponse qui ravive les fractures entre gauche et droite. Pour en parler, nous avons invité deux de nos collègues du bureau de l'AFP à Jérusalem, Delphine Mathieu-San et Michael Blum. Sur le fil. Évidemment, d'abord, il y a eu le 7 octobre qui a été, je dirais, la sidération la plus forte parce que c'est la première fois de l'histoire du pays qu'il y a eu une intrusion de cette ampleur contre des civils. Là, il y a eu une sidération de voir que tout d'un coup, il y a une intrusion et que ça se fait contre des villages. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Israël, c'est un petit pays de 9 millions d'habitants. Donc, en fait, on passe très vite du traumatisme individuel au traumatisme collectif parce que tout le monde connaissait quelqu'un qui avait un ami ou quelqu'un de proche, disons, dans le cercle familial ou des amis qui avait été sur place. D'abord un point sur les faits. L'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas a entraîné la mort de 1205 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes et incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza. Sur les 251 personnes amenées comme otages le 7 octobre, 97 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Depuis, dans la bande de Gaza, au moins 41 455 Palestiniens ont été tués dans les représailles israéliennes, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU. En Israël, où les principaux médias diffusent peu ou pas d'informations sur le sort des Gazaouis, la sidération reste totale, selon Delphine Mathieu-San, qui a écrit un article sur ce sujet. La sidération, elle ne s'est pas arrêtée au 7 octobre. Elle continue aujourd'hui parce qu'il y a eu une série d'événements qui ont suivi le 7 octobre et qui ont alimenté cet état de choc. D'abord parce qu'il y a toujours une centaine d'otages qui sont détenus à Gaza et que quand ils ont été pris il y a près d'un an, personne ne pensait qu'il serait encore à Gaza un an après. Donc ça, c'est quelque chose qui est très traumatique et qui met les Israéliens encore aujourd'hui dans un état de sidération. Et il y a eu aussi la frappe directe de l'Iran le 13 avril sur Israël, qui était aussi quelque chose qui était complètement inimaginable jusqu'à il n'y a pas longtemps. Dans la nuit du 13 au 14 avril, l'Iran a lancé une attaque d'envergure de plus de 350 missiles et drones. Presque tous avaient été interceptés par Israël. Mais pour la première fois depuis la guerre du Golfe en 1991, Israël était visé par des missiles de notre pays, provoquant ainsi un autre traumatisme. Mardi soir, l'Iran a de nouveau tiré environ 200 missiles sur l'État hébreu. La plupart des projectiles ont été interceptés par le système de défense antimissiles, a fait savoir l'armée israélienne. Selon le ministère de la Santé, le pays fait face à la plus grave crise de santé mentale de son histoire. Les professionnels de la santé ont décrit un phénomène à plusieurs cercles. Il y a le cercle des personnes qui ont été directement touchées, qui ont vécu des traumatismes très très graves, que ce soit les familles qui ont vu leurs proches massacrés le 7 octobre, les survivants du festival de musique de Nova. Donc ça, c'est le premier cercle. Ensuite, il y a leur famille. Pour mon article, j'avais interviewé quelqu'un. Son fils était à Nova et il m'a expliqué qu'évidemment, son fils, aujourd'hui, il ne peut pas fonctionner. Enfin, il est sous médicaments et il est suivi par des psychologues. Il a survécu par miracle. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que lui aussi, il prend des médicaments, sa femme aussi, les frères et les sœurs aussi. En fait, ça a eu un impact sur toute la famille. Et après les familles proches, il y a aussi, en fait, les professionnels eux-mêmes qui ont dû écouter pendant des heures des survivants des massacres ou qui doivent aider les familles des otages à Gaza. Et au niveau des chiffres, il y a eu une forte hausse de la consommation d'antidépresseurs. Donc il y a une vraie conscience des autorités publiques qu'il faut s'occuper du problème. Et il y a les otages.
Alors faisons un point avec mon collègue Michael Blum. Il a suivi cette question depuis l'attaque du 7 octobre. Le plus grand nombre, c'est le Festival Nova, donc plus de 40. Après le kibbutz Nir Oz, qui est le seul endroit où il y a eu plus d'otages que de morts. Et après les autres kibbutz du sud d'Israël. Et aussi des soldats, aussi bien sûr des Thaïlandais, des étrangers, qui travaillaient ou qui étudiaient dans les localités proches de la bande de Gaza. Lors de la première et unique trêve, donc fin novembre, 105 personnes ont été libérées, donc 80 Israéliens. 12 personnes vivantes ont été libérées par l'armée dans plusieurs opérations. Et l'armée israélienne a ramené un certain nombre de corps. À l'heure actuelle, donc, il y a 64 otages présumés vivants, parmi lesquels le plus âgé, Shlomo Mansour, 86 ans, et le plus jeune, le petit Kfir Bibas, qui a été pris, il n'avait pas encore 9 mois, qui a eu 1 an en captivité, et son grand frère Ariel, qui a eu 5 ans en captivité. Le Hamas a annoncé le décès des 2 enfants et de leur mère, mais les autorités israéliennes n'ont jamais confirmé. Les photos des otages sont affichées partout dans l'espace public et dans la rue. Les manifestations se sont multipliées. On les voit sur toutes les chaînes de télé, on les entend à la radio. La mobilisation des proches des otages et de nombreuses personnes, nombreux Israéliens est très importante. Depuis la découverte des 6 corps fin août, de 6 corps d'otages abattus par le Hamas dans la bande de Gaza, la mobilisation s'est renforcée. De plus en plus de gens se disent, voilà, les otages meurent, on ne peut plus attendre. On s'approche du premier anniversaire du 7 octobre et il faut tout faire pour sauver ceux qu'on peut encore sauver et qui sont encore présumés vivants à l'intérieur de la bande de Gaza. D'anciens otages ont pris la parole, comme Ras Ben Ami, qui s'est exprimé lors d'une manifestation. Lorsque j'ai été libérée, j'ai dit que s'ils ne les ramenaient pas maintenant, eh bien ils reviendraient dans des cercueils. Jusqu'à présent, j'ai eu raison, mais j'aurais aimé avoir tort. J'en ai assez de la pression militaire qui ne fait que tuer les otages au lieu de les sauver. Le seul moyen de libérer nos proches, c'est de conclure un accord. Tout le monde n'est pas de l'avis de Ras Ben Ami, dont le mari est toujours détenu dans la bande de Gaza. Le pays reste divisé sur la manière de les ramener. 6 otages ont été exécutés fin août, peu avant une opération de l'armée israélienne. Ça a été un tournant, je pense, dans les mentalités. Gens qui ont dit, voilà, finalement, la pression militaire ne sert à rien. Le seul moyen de libérer les otages, c'est d'arriver à un accord. Et donc, les manifestations qui étaient hebdomadaires et dans lesquelles venaient quelques milliers de personnes se sont transformées, en tout cas la première semaine, en manifestations quotidiennes. Et on va dire que de manière générale, les Israéliens, au-delà des proches des familles d'otages, ont senti que finalement, le sort des otages est beaucoup plus incertain qu'il l'était au moment où il y avait de vraies négociations. Là, on a l'impression qu'ils ont été abandonnés. Et pour les Israéliens, c'est quelque chose de très difficile. Pour de nombreux politologues israéliens, il y a une division claire et nette sur la question des otages, avec 2 visions qui reprennent le clivage gauche-droite, nous explique Delphine. À gauche, ils disent en gros, il faut absolument les libérer à tout prix et donc faire un accord le plus vite possible avec le Hamas. Et à droite, ils disent pas du tout, si on fait ça, ça va inciter le Hamas à recommencer. Donc il faut avoir une ligne dure. Il y a eu un état de grâce au début de la guerre où tout le monde était ensemble et puis après, il y a cette question-là vraiment qui a divisé l'opinion. Les divisions de la société ne s'arrêtent pas là. La guerre a ravivé d'autres dissensions anciennes. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les ultra-orthodoxes étaient exemptés du service militaire obligatoire s'ils se consacraient à l'étude des textes sacrés du judaïsme. Mais si cela ne concernait que 400 étudiants à l'époque, l'exemption touche aujourd'hui 66 000 jeunes hommes selon l'armée. En juin, la Cour suprême a ordonné la conscription de ces étudiants, estimant que le gouvernement n'avait pas le droit de continuer de les dispenser de servir dans l'armée. Depuis la mi-juillet, les manifestations d'opposants à toute forme de service militaire pour les juifs ultra-orthodoxes se sont multipliées en Israël. La deuxième division, c'est la division entre laïcs et ultra-orthodoxes qui s'est exacerbée parce que la plupart des ultra-orthodoxes sont exemptés d'armée. Et là, il y a eu une très très forte mobilisation des réservistes qui ont quitté leur famille, leur boulot pour aller dans la bande de Gaza. Et donc, il y a un sentiment d'injustice de la part des laïcs qui disent ça suffit maintenant, on est en guerre et il faut que chacun prenne sa part dans l'effort de guerre et que les ultra-orthodoxes partent à l'armée, quoi.
Et selon Delphine, il existe même un troisième clivage géographique cette fois. De nombreux habitants du nord du pays, peu industrialisés, ont le sentiment d'être abandonnés par l'État, un ressenti qui a pris encore une autre dimension après l'ouverture d'un front par le Hezbollah libanais visant ces territoires en soutien au Hamas. Depuis, les tirs de roquettes et de missiles à partir du Liban ont été quasi quotidiens, forçant l'évacuation d'environ 60 000 Israéliens. C'est désormais le nouvel objectif du gouvernement de Benjamin Netanyahou, le retour chez eux des habitants du Nord. L'armée israélienne s'est lancée dans une offensive sur le sud Liban. Il y a une vieille rancœur des habitants du Nord par rapport au gouvernement. Et en fait, ils disent que le gouvernement ne s'occupe pas d'eux, qu'ils font partie de la périphérie, qu'il n'y a pas d'investissement, qu'ils sont délaissés. Ça existe avant la guerre et ça a été accentué du fait qu'ils ont dû quitter leur maison et qu'ils reprochent au gouvernement de ne pas avoir agi assez rapidement. Donc là, avec ce qui se passe ces 10 derniers jours, c'est une forme de rattrapage pour eux. Lundi, les premiers soldats israéliens sont entrés sur le territoire libanais après plusieurs jours de frappes aériennes, faisant craindre une escalade régionale du conflit. Merci d'avoir suivi cet épisode préparé par Maxime Mamet. Si vous aimez notre podcast, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon. Sur le fil est terminé, mais ne partez pas tout de suite, on a une bonne nouvelle. Un des épisodes de notre série Sur la Terre vient d'être sélectionné pour un prix au Paris Podcast Festival. Et du coup, on est en compétition aussi pour le prix du public. Alors, pour nous soutenir, votez pour nous. On vous laisse le lien dans la description. Cela prend 15 secondes, il faut juste cocher la case 4.